Amis confinés, bonjour. Épisode numéro 5 de cette petite chronique de GeoViral ou comment comprendre le monde à partir du virus. Alors, on l'a vu la fois précédente, la géographie de SARS-CoV-2 suit celle de l'urbanisation planétaire et notre héros viral emprunte les réseaux de liens que l'urbanisation installe. Le virus bénéficie de ce que j'appellerais, dans mon jargon de géographe, l'hyperspatialité. À savoir que tout opérateur spatial, donc toute entité, humaine ou non humaine, qui se tient quelque part et où se déplace, tout opérateur spatial, donc au sein du système monde, est en raison même de ce que la vie urbanisée suppose, potentiellement connecté et au contact d'un nombre indéfini d'autres opérateurs spatiaux. Cette hyperspatialité a assuré la globalisation rapide de la pandémie à l'échelle terrestre. Mais elle permet aussi de comprendre ce que j'appellerais, encore une fois, excusez le jargon du géographe, l'hyperscalarité de SARS-CoV-2. Le virus est actif synchroniquement à toutes les échelles. Il est présent et agissant à la fois et dans le même temps, à son échelle de micro-organisme, tout occupé à assurer sa viabilité, à l'échelle de chaque corps qu'il infecte, à l'échelle des aires urbaines où l'épidémie se diffuse, à l'échelle des régions qui sont elles-mêmes touchées différentiellement par la pandémie, à l'échelle de l'État qui organise le confinement en parade à une expansion rapide, à l'échelle du monde sous stress devant l'avancée inexorable de Covid-19. La géographie du SARS-CoV-2, c'est donc bien cet arrangement dynamique et instable de tous ces espaces de grandeur et de logique différentes qui se trouvent ajustés et synchronisés par ce que j'appellerais l'opération virale. La puissance géopolitique de l'épidémie, à mon sens, procède de cette configuration hyperspatiale et hyperscalaire. Mais elle procède aussi de la médiatisation d'une dramaturgie quotidienne. Il faut le souligner. En effet, nous suivons désormais en temps réel la progression de la maladie. C'est cette progression qui nous convainc qu'un péril imminent menace le monde. Arrêtons-nous sur ce point. Je crois qu'on peut dire que l'épidémie de Covid a rapidement brouillé l'information disponible. Celle-ci s'emballe, d'autant plus que nous vivons désormais sous l'empire de l'immédiateté communicationnelle et des réseaux numériques. Alors l'épidémie est une crise sanitaire, bien sûr, mais c'est aussi une crise politique, et je pense que cette crise politique se fonde sur une crise informationnelle et sémiologique. La pandémie produit du sens en elle-même, mais un sens altéré par rapport à l'imagination standard de la mondialisation. Le SARS-CoV-2 s'est mué très vite en personnage principal d'une autre histoire que celle que l'on a l'habitude d'écouter. Il est venu perturber le récit officiel de la mondialisation inéluctable et heureuse. D'ailleurs, l'infection du patient zéro en novembre 2019, vraisemblablement, par ce qui était au départ un virus inconnu, constitue la première altération de l'information spatiale à l'échelle du corps du malade d'abord. Et au demeurant, on ne comprend pas ce qui se passe au tout début de cette épidémie encore en germe, cette épidémie anonyme. On a peur de cette nouveauté, on dissimule les faits. Puis, lorsque les signes s'accumulent, que tout devient significatif et qu'on ne peut plus nier ce qui arrive, après des semaines de dissimulation informationnelle, alors Wuhan est placé par le gouvernement central en quarantaine. Voilà qui constitue un acte politique, spatial et communicationnel très performatif, presque au sens de la linguistique, c'est-à-dire un acte qui change ipso facto l'état du monde.
Ensuite, l'Italie et d'autres pays européens sont touchés. Et là, on voit proliférer les données mises en carte, les diagrammes qui suivent avec des courbes exponentielles la progression du nombre de malades et de morts. Les modèles numériques utilisés pour prévoir cette progression sont également convertis en graphiques. Les États réagissent et eux aussi se mettent à produire en continu de nouvelles informations qu'ils veulent appuyer sur la science, des informations qui accompagnent et justifient les décisions. Tout cela lance ce que j'appellerais un processus d'affolement, une dramaturgie dont nous ne sortons pas et qui transforme l'épidémie en un cheval fou qui cavalcade. Nous voici tétanisés, sidérés par les nouvelles, submergés par l'émotion. Et les virus des informations non maîtrisées, et même des rumeurs, redoublent de plus en plus le travail des virus qui traversent les corps. Je m'arrête là pour aujourd'hui, nous reprendrons ça plus tard, mais comme toujours, une petite référence bibliographique, comme je viens de parler de peur, comment ne pas citer ce maître livre d'un très très grand historien récemment disparu, Jean Delumeau, qui a écrit en 1978, pour les éditions Fayard, un livre magistral, La peur en Occident, une cité assiégée, 14e, 17e siècle, où il montre comment la peur s'impose dans cet Occident, travaillé en particulier pendant plusieurs siècles par les épidémies de peste, puisqu'on cite souvent la grande peste de 1348, mais il ne faut pas oublier que les épidémies de peste vont durer jusqu'au début du XVIIe siècle. Eh bien, la lecture de Jean Delumeau, je vous l'assure, est de grandes ressources pour essayer de comprendre la période contemporaine. Voilà, portez-vous bien, protégez-vous, protégez les autres, ne perdez pas le moral, ne confinons pas idiots et restons en contact. À bientôt!